Merci de nous honorer de votre fidélité à la une du 20h. Ce soir, sur Equinox Télévision, Paul Biya, un sapeur-pompier au Parlement. Le président national du RDPC appelle députés et sénateurs à enterrer la hache de guerre. Les militants du parti au pouvoir des deux chambres ont été sensibilisés ce jour au cours d'un séminaire à Yaoundé. Insuffisance rénale malgré les subventions de l'État sur les séances d'hémodialyse. Le traitement coûte encore cher. Il faut débourser entre 250 et 500 000 francs CFA par mois. Vous écoutez d'ailleurs dans ce journal le témoignage d'une enfant de 11 ans atteinte d'insuffisance rénale. Bienvenue à tous et à toutes. Une fois encore, bonsoir et bienvenue au journal. Brouille au Parlement, le président national du RDPC appelle députés et sénateurs à l'ordre. Paul Biya a fait organiser un séminaire de sensibilisation à leur intention ce jour. Il était question d'amener les représentants du RDPC dans les deux chambres à enterrer la hache de guerre. Élisée Bogba et Yannick Bazoua. C'est une rencontre peu ordinaire, mais toute particulière. Une toute première entre sénateurs et députés du parti au pouvoir qui part d'un constat. Je dois avouer que quelquefois, notamment lors de la dernière session parlementaire du mois de novembre 2013, certains de vos comportements ont pu susciter des étonnements et des interrogations. Réunis au palais des congrès de Yaoundé, siège du parti et sous haute instruction du président national Paul Biya, les députés et sénateurs sont appelés à développer entre eux de bonnes relations. D'abord, travail la main dans la main, très important, d'où le premier thème. Le premier thème touche à la collaboration et à la complémentarité entre sénateurs et députés du RDPC, dont d'abord, qui travaillent la main dans la main parce que c'est une première expérience. Fini donc ces airs d'indifférence, par ailleurs observés dans la salle bien avant le début du séminaire. Stop au problème d'ego entre sénateurs et députés, en a décidé le président national Paul Biya. Autre sujet inscrit à l'ordre du jour, les relations parlementaires et gouvernements, parlementaires et partis, ainsi que les activités des parlementaires pendant l'intersaison. Un séminaire d'impréhension qui est organisé alors que les députés et sénateurs du RDPC s'apprêtent à élire dans les tout prochains jours les présidents ainsi que les autres membres des bureaux des deux chambres. Et toujours dans le siège de la session qui s'est ouverte à l'Assemblée nationale, la multitude des personnes âgées du Cameroun exige des propositions et l'adoption d'un projet de loi qui devrait garantir la prise en charge mensuelle des personnes du troisième âge par l'État. La MUPAC l'a fait savoir ce jour au cours d'une conférence de presse donnée à Douala. Sylvestre Hippolyte Zangaou. Les personnes du troisième âge réunies autour de leur mutuelle, la MUPAC, évaluent leurs conditions de vie au Cameroun lors de la dernière décennie. Ces personnes âgées affirment que la société camerounaise, le gouvernement en particulier, a échoué dans son devoir qui consiste à les encadrer. La famille a échoué, l'État encore plus. Parce que pour l'État, ils sont reconnus comme vieilles personnes, les retraités. Et les autres qui n'ont jamais travaillé dans l'État. Ils n'ont pas travaillé pour l'État. Le président de la République doit prendre la décision absolument sur les personnes âgées. Il ne faut pas que nous, certaines personnes âgées, peut-être qui vivent aisément, oublient qu'il y a des personnes âgées qui souffrent énormément. Même si leurs précédentes tentatives d'interpeller les élus de la nation se sont avérées infructueuses, les personnes du troisième âge ne comptent pas manquer l'occasion que leur offre la session parlementaire en cours pour demander l'adoption des lois qui prendront en compte l'amélioration de leurs conditions de vie. La loi que chaque année qu'on ait des subventions, du moins qu'ils nous prennent en charge, même si ce n'est pas à 100%, même à 50%. Une direction des personnes âgées au ministère des Affaires sociales ou même au ministère de la Santé. J'ai pu contacter une députée pour lui dire que nous allons leur envoyer
ce que nous pensons qu'ils doivent prendre, voter comme loi, la prise en charge de la personne âgée. La mutuelle des personnes âgées du Cameroun dénonce donc clairement la non prise en compte des doléances formulées à l'endroit des pouvoirs publics, une décennie après sa création, et malgré la mobilisation de ses membres pour préserver la dignité des personnes du troisième âge. Il y a certainement des personnes âgées qui souffrent d'insuffisance rénale et conviendront qu'il faut débourser entre 250 et 500 000 francs CFA chaque mois pour les soins. La prise en charge coûte encore cher au Cameroun malgré la subvention des séances d'hémodialyse dans les centres publics. Alors que l'on observe ce jour la 9e journée mondiale du rein, malades et spécialistes de la santé invitent les pouvoirs publics à étendre la subvention aux médicaments et aux centres privés. Robert Moukoubé et Flotam Kobensi. Ils traînent un lourd fardeau depuis 6 ans. Romuald Simo, 27 ans, victime de l'insuffisance rénale, est sous dialyse depuis bientôt 3 ans. Ses dépenses mensuelles pour cause de cette maladie sont énormes. Parce que le rein ne produit plus le sang. Et moi, je fais 72 kg sain. Donc j'ai besoin de 6 000 unités par semaine. Et la 6 000 unités, c'est 80 500 la boîte. Du calcidial, 6 500 pour un mois. Les hypertenseurs, comme le Coviran, 10, 18 000. Les frais d'examen qu'on fait tous les mois, c'est 20 000 francs. En bref, ça revient à un total comme 250 000 francs le mois. Et ça, c'est pour un patient bien portant. L'État camerounais subventionne certes l'hémodialyse dans les centres publics à hauteur de 80%, mais ce n'est pas assez, souligne l'étudiant, dont la vie est plombée par l'insuffisance rénale. La dialyse, c'est une chose, mais le traitement en est une autre. Et c'est difficile pour une entreprise de recruter un malade. Ou c'est difficile pour un malade d'avoir une prise en charge, d'avoir une assurance, parce que tu es déjà malade. Nous sommes dépendants à 100% de nos familles et les familles sont épuisées à la longue. Dans le milieu médical, l'on relève aussi que l'appui des pouvoirs publics aux malades de l'insuffisance rénale reste moindre. Le chef de l'État a signé un décret qui porte sur la création de 10 centres d'hémodialyse dans les 10 régions du Cameroun. Et actuellement, cela est effectif dans les régions suivantes, Yaoundé, Douala, Garoua, Bamenda et Boya. La prise en charge d'un patient souffrant d'insuffisance rénale terminale ne réside pas seulement au niveau de l'hémodialyse. Il y a aussi les médicaments que le patient prend tous les jours et ces médicaments sont coûteux. L'appel pour une plus grande mobilisation du gouvernement pour la cause des malades des reins est lancé. Il faudrait déjà que la subvention des séances d'hémodialyse soit prolongée dans les services, dans les structures sanitaires privées. Dans les structures sanitaires privées, le coût de la séance d'hémodialyse coûte environ 110 000 francs. Et alors nous rencontrons, il y a assez de patients qui voudraient se faire dialyser. Et alors les structures sanitaires publiques ne suffisent pas assez. De nombreuses victimes de l'insuffisance rénale meurent au Cameroun par manque de moyens pour s'offrir des soins adéquats. Eh bien, comme on le voit, la vie n'est pas rose pour une personne qui souffre d'insuffisance rénale. Entre les douleurs et le coût élevé des traitements, il faut également garder espoir de retrouver un jour sa santé. C'est le cas de Morel Nguechi, âgée de 11 ans, elle qui vit avec une insuffisance rénale depuis 2012. Elle a été rencontrée par nos reporters Dallas Chana et Sandrine Babou. Souffre d'insuffisance rénale. C'est le docteur qui m'a dit. Morel Getty, 11 ans, a vu sa vie basculer en décembre 2012. Après plusieurs rendez-vous à l'hôpital pour des soucis de santé, le diagnostic établi par le médecin est irréversible. La jeune fille souffre d'insuffisance rénale au stade chronique. On me branche sur une machine pendant 4 heures de temps. Parce que j'ai l'eau dans le corps et je ne peux pas pisser. Il faut que je dois enlever surtout dans mon corps, sinon je ne pourrai pas vivre.
Depuis l'annonce de sa maladie, le quotidien de Morel Guetti n'est plus le même. La jeune enfant a dû abandonner les bancs de l'école au cours moyen première année à cause des multiples crises dues à sa santé fragile. Il y a des jours que je me sens bien et des jours que je ne me sens pas bien. Je ne respire pas bien. Il y a des fois que je mange, je vomis aussi. Des crises insupportables, autant pour elle que pour ses proches qui jusqu'ici se posent des questions sur l'origine de la maladie qui a affecté ses 2 reins. À l'hôpital général, c'est là où on dit qu'elle a le problème de reins. On apprend, on parle pour dialyser. Bon, je demande au docteur, qu'est-ce qui a pu détruire le rein de mon enfant? Si c'est les 2 reins, puisque ce sont les gens qui me disent, les gens qui sont déjà à la dialyser, les grandes personnes là, qui me disent que, madame, ouais, tout me dit tout, comme quand je suis arrivée, on me dit, madame, du courage, sois forte, du courage, sois forte. Je ne connaissais même pas d'abord pourquoi on me disait tous ces encouragements-là. À côté de cette douleur, il faut aussi supporter le cours des séances de dialyse que l'enfant suit régulièrement à l'hôpital général de Douala. Le traitement, elle dialyse. 1 mois après, on fait la numération. Si le sang est bas, on prescrit les poches de sang. Il faut payer les poches de sang. Il faut le cathéter sur elle. À chaque moment, le cathéter se gâte. Il faut placer l'autre cathéter. Elle a reçu au moins 5 cathéters simples et le cathéter permanent. Donc ça peut faire 30 000 comme ça là, par semaine, sans compter le reste des choses. Quand c'est déjà le sang, alors c'est la cata. Elle a également bénéficié des soins d'une équipe de médecins arrivés au Cameroun pour des interventions chirurgicales dans cette même institution hospitalière. L'autre, on a mis l'autre, ça fait 6 mois, ça s'est gâté. Parcours de gens, même blancs venaient encore pour faire les fissures à l'hôpital général. On lui a encore programmé, on a mis l'autre côté, mais le dernier là, elle était trop menacé. Le blanc a dit que lui-même que non. Si on trouve moyen de greffer les reins de l'enfant, il faut qu'on la greffer les reins. Du fait de sa maladie, Morel et sa mère ont dû quitter la ville de Niété, dans la région du Sud Cameroun, pour s'installer dans la capitale économique. Et c'est dans un logement d'une pièce située au quartier Malangué, dans l'arrondissement de Douala 5e, qu'elles passent désormais leur journée. Demande aux hommes de bonne volonté s'il peut m'aider, ma fille, et qu'on puisse la greffer les reins, qu'elle retrouve sa santé. Une nouvelle vie rythmée par d'incessants rendez-vous médicaux qu'il faut scrupuleusement respecter. Je pars à l'hôpital chaque mardi et vendredi pour faire mes soins. Morel Guetti garde espoir, l'espoir de recouvrer un jour la guérison et de retourner à l'école comme tous les jeunes de son âge. Si on pouvait changer mes reins pour que je puisse partir à l'école et être comme les autres enfants. Ne dit-on pas que l'espoir fait vivre? Un Camerounais sur 3 souffre d'hypertension artérielle et pourtant le Cameroun compte environ 40 cardiologues avec un plateau technique inadéquat et la cherté des médicaments. Autant de difficultés recensées lors du 9e conseil scientifique de la Société camerounaise de cardiologie. Emmanuel Job et Yannick Bazoua. L'une des maladies cardiovasculaires qui fait des ravages au Cameroun reste l'hypertension artérielle. Près de 40% des sujets adultes sont hypertendus et beaucoup ne le savent même pas. 5% des enfants naissent avec des malformations cardiaques et qu'un nombre peut-être similaire présente des lésions acquises à la suite du rhumatisme articulaire aigu qui apparaît au niveau du cœur lorsque on néglige les angines de gorge des enfants. Aujourd'hui, une bonne majorité des personnes atteintes d'affections cardiovasculaires au Cameroun ne se savent pas malades. Et lorsqu'elles le savent, elles ne sont pas traitées. Lorsqu'elles sont traitées, elles ne sont pas soignées de manière à se prémunir des complications cardiovasculaires dramatiques. Ceci pour plusieurs raisons. Déjà, il faut des structures où les populations peuvent se rendre pour se soigner, donc des hôpitaux bien équipés. Et il faut des médicaments. Malheureusement, les médicaments coûtent encore très cher pour nos populations. Et le fait que le Cameroun ne fabrique pas encore de médicaments, on les achète, ça fait que c'est au-dessus des possibilités, la plupart du temps, du commun des Camerounais. La répartition des cardiologues reste aussi sujette à problème. La plupart des experts exerçant dans les grandes métropoles. Par ailleurs,
Le Cameroun compte 40 cardiologues pour près de 20 millions d'habitants. 40 cardiologues pour 20 millions d'habitants, ce n'est pas suffisant. Mais le gouvernement en est conscient, ce qui fait que désormais nous formons des cardiologues à la faculté de médecine de Yaoundé avec l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur. On était 3 pour combien de millions? Plus de 15 millions avant. Donc vous voyez que ce n'est pas suffisant. Mais on a pris conscience du problème et on est en bonne voie. Des préoccupations qui n'échapperont pas à l'attention de la Société camerounaise de cardiologie durant son 9e congrès scientifique sous le thème « Les examens complémentaires en cardiologie ». La vignette autocollante et le procès verbal confirmant l'effectivité du contrôle technique d'un véhicule sont désormais les seuls documents exigibles. Ainsi en a décidé le ministre des Transports, Robin Kili, ambitionne ainsi d'anéantir le réseau d'arnaques et de corruption qui s'est tissé autour de la délivrance du certificat de visite technique. Joël Essengé et Marcelin Gansop. Papa, normalement, votre véhicule a trop de problèmes. Fini la mafia qui a prospéré autour de la délivrance du certificat de visite technique. Voici l'unique et la seule vignette autocollante qui tient lieu désormais de certificat. Oui, ça c'est la vignette automobile. C'est ça que nous collons, le papillon, c'est ça que nous collons sur le pare-brise du véhicule. Voilà, donc voilà ça. Dans un communiqué rendu public le 28 février dernier, le ministre des Transports a sifflé la fin de la récréation en coupant les vivres à ceux qui jusqu'ici avaient fait de la délivrance du certificat de visite technique leur fonds de commerce. Les responsables des contrôles routiers doivent donc désormais s'en tenir à ce document et à lui seul. La police demande ça, c'est ça qu'ils vont chercher à voir. Ils vont lire, là il y a la date, le jour et l'heure. Cependant, précise le communiqué de Robin Kili, l'usager peut lors d'un contrôle être amené à présenter une copie du procès verbal délivré par le centre de contrôle technique qui a examiné le véhicule. Ce procès verbal est la preuve que le véhicule est bel et bien passé au centre de contrôle technique. C'est dire en clair qu'en dehors de la vignette autocollante et du procès verbal suscité, aucun autre document ne doit être exigé à l'usager, ni par ceux qui sont en charge des contrôles, encore moins par les responsables des services des transports. Robin Kili met d'ailleurs en garde les services régionaux et départementaux des transports qui s'amuseraient à ne pas respecter la nouvelle donne qu'il a fixée. Cette mesure gouvernementale est fortement saluée par les responsables des centres de contrôle technique qui disent avoir remporté une première victoire. Mais ces derniers souhaitent le retour des contrôles routiers dont l'absence est en train de pénaliser leur activité. Les centres de contrôle technique accueillant de moins en moins les véhicules. Mais personne ne veut en parler ouvertement, de peur d'attirer les foudres de ceux de leurs confrères et de certains responsables du ministère des Transports qui ont profité pendant longtemps de la cacophonie qui régnait dans le secteur. Mais depuis le 28 février, la donne a changé, aux grandes dames des mauvaises habitudes, à la peau dure. Un autre ministre sous le feu de l'action, c'est le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Il est en visite dans les unités de fabrication des emballages plastiques biodégradables ou d'autres produits alternatifs de la ville de Douala. Cette descente dans la capitale économique est la première étape d'une tournée nationale dans le cadre de la campagne de sensibilisation portant sur l'interdiction de la production, de la commercialisation, de la distribution et de l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables pour compter du mois d'avril 2014. Sapeurs-pompiers hués sur le lieu d'un incendie survenu au quartier Bepanda, c'est à Douala. Les habitants dénoncent l'arrivée tardive des soldats du feu après qu'un incendie est survenu dans cette localité. Selon des sources, un appareil électrique resté branché au cours, un appareil électroménager resté branché au cours d'une coupure de l'énergie serait à l'origine du feu. Nadine Yambou. Des populations en furie. Elles refutent l'arrivée tardive des sapeurs-pompiers sur le lieu du sinistre.
Nous sommes au lieu du quartier Bepanda, Fingoudjon, c'est à Douala, au Cameroun. Tout un domicile parti en fumée. Les flammes ont presque tout ravagé. Pas de pertes en vies humaines, mais les dégâts sont énormes. Tout est brûlé. Selon des sources, tout serait parti d'un appareil resté branché après la coupure de l'énergie électrique. Et le retour a été fatal. Il y a un appareil qui n'a pas été débranché. C'est ça qui a donc causé le feu. C'est donc le voisin qui vient lui dire que maman, il y a le feu derrière la maison. C'est comme ça que nous les voisins on a accouru pour pouvoir maîtriser le feu. Sans doute une affaire de délestage comme on en a l'habitude. La population n'a que ses larmes. Elle se débrouille tant bien que mal à éteindre les dernières flammes. Les quelques effets sauvés sont abandonnés à la belle étoile à la merci des sans-foi nilois. Encore du sang sur nos routes. Un homme a trouvé la mort ce matin dans un accident de la circulation survenu au lieu dit 3 boutiques, c'est à Douala. Des sources rapportent que la victime, la quarantaine environ, se rendait au travail à bord de sa moto lorsqu'il a perdu le contrôle de son engin. C'est alors que le drame est survenu, un accident qui a complètement paralysé la circulation sur cet axe pendant plusieurs heures. Guerre au prélat coupable d'abus sexuels, réforme du Code pénal du Vatican, réorganisation de l'Église catholique, assainissement des finances du Saint-Siège, ce sont quelques-uns des chantiers qu'aura engagé le pape François sa première année de pontificat comme successeur de Saint-Pierre depuis le 13 mars 2013. Jean-Paul Chouniat. Abemus anniversaire, le pape François célèbre aujourd'hui sa première année. Dès son élection à la tête du Vatican, le pape François veut restaurer une église pauvre pour les pauvres. Lâchait-il le 16 mars 2013 et donnait ainsi les raisons du choix du nom de François en référence à François d'Assise, le saint des pauvres. En recevant ses emblèmes pontificaux à la messe inaugurale, le Saint-Père appelle ses ouailles à protéger toute créature de Dieu et à faire preuve de tendresse, geste d'amour pour son prochain. Le 16 mars 2013, le souverain pontife fait preuve d'humilité et de tolérance. Il lave les pieds de 12 détenus, dont une fille chrétienne et une serbe musulmane au centre de détention des mineurs de Rome. En avril, le pape François déclare la guerre aux membres du clergé coupables d'abus sexuels. À l'image de son prédécesseur Benoît XVI, le successeur de Saint-Pierre demande à la congrégation des procédures contre les mises en cause, instruisant aussi la protection des enfants. Le pape François prescrit de l'aide aux mineurs abusés. Dès le mois de juillet, le pape des pauvres lance une vaste réforme du Code pénal du Vatican, resté inchangé depuis 1929, afin ainsi de le conformer aux conventions internationales à l'instar de celle de 1989 sur le droit des enfants. À son premier voyage au Brésil pour les Journées mondiales de la jeunesse, le Saint-Père invite les jeunes catholiques à suivre les pas de Jésus en s'engageant dans le social et politique pour changer le monde. Dans l'avion le ramenant en Italie après ses JMJ, le pape François déclare ne pas être à même de juger un homosexuel. Aussi s'exclamait-il, qui suis-je pour juger? Au plan de la modernité et l'éthique, le patron du Saint-Siège est sur le chantier de la réforme de l'organisation de la curie romaine et réforme de la gouvernance de l'Église. Premier acte concret posé, la création d'un secrétariat pour l'économie en vue de renforcer la rigueur dans la gestion des finances du Vatican, dont l'opacité a souvent été vivement critiquée. Au bout de la première année de son pontificat, le pape François a engagé une véritable révolution dans l'organisation de l'Église romaine et la société tout entière. 13 mars 2013, 13 mars 2014, il y a un an, le cardinal argentin Jorge Bergoglio devenait le 266e pape de l'histoire de l'Église catholique romaine. Voilà qui nous permet d'évoquer les nouvelles à l'international. D'abord au Sud-Soudan où le 11e contingent des casques bleus a conclu sa mission. L'équipe de 331 soldats et officiers était sur le terrain depuis 8 mois. Elle a apporté son soutien vital à ce pays déchiré par la guerre depuis quelques mois. Le reportage de nos confrères de CCTV. Ces soldats chinois sont décorés pour leur bravoure et leur dur labeur par la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Le contingent consiste en une unité médicale, une unité d'ingénierie, toutes deux basées à Wao, dans l'ouest du pays. Ces 8 derniers mois, elles ont travaillé d'arrache-pied.
Les casques bleus chinois ont bravé des conditions climatiques extrêmes et fait face à des menaces sécuritaires pour compléter quelques 280 tâches, parmi lesquelles la construction de 5 routes d'une longueur totale de 40 km et les projets du tarmac de l'aéroport d'Avail et de l'extension du camp de l'ONU à Rumbek. L'équipe médicale a traité environ 1500 patients. Le Soudan du Sud est en proie à des conflits internes et frontaliers, de telle manière que ces travaux auraient été impossibles sans la sécurité apportée par les unités de combat. Les soldats ont conduit des exercices hebdomadaires pour rester prêts au combat. Nous avons ici fait face à une situation dangereuse. Pendant les exercices, nous avons testé des situations de contre-attaque et de contre-blocus. Les exercices ont amélioré nos compétences de réponse rapide et notre confiance dans notre capacité à remplir notre mission. Le travail des casques bleus chinois a été largement salué. Nous devons remercier nos amis chinois, les ingénieurs ici à l'UNMISS pour leurs efforts qui nous ont permis de maintenir cette route. Nous devons préparer la terre, car à cet endroit il pleut beaucoup. Nous éprouvons beaucoup de difficultés pendant la saison des pluies. Nous n'avons pas l'équipement pour le faire, donc nous avons fait appel à l'UNMISS et autorisé la section des ingénieurs chinois à venir nous aider. Nous leur sommes donc reconnaissants car ils ont fait un travail formidable. This was like a miracle because 1 month ago we had big rocks. C'était comme un miracle, car il y a un mois, nous avions de gros rochers, des briques cassées et un sol accidenté où les enfants pouvaient se blesser en jouant. Avec tellement d'enfants, nous avions vraiment besoin que quelqu'un nous aide. Et nous sommes reconnaissants envers la section d'ingénierie du bataillon chinois des Nations Unies qui est immédiatement venue pour nous aider pour nos élèves. Pour nous, c'est un excellent début d'année scolaire. Le contingent chinois a fait ici un merveilleux travail en faveur de la paix au Soudan du Sud avec l'UNMISS dans la construction de routes, de ponts et dans l'aide de civils pour qu'ils puissent se déplacer dans leur État, pour que l'UNMISS puisse se déplacer. Le secrétaire général est extrêmement reconnaissant envers le gouvernement chinois, comme l'est mon département, le département des opérations de maintien de la paix, envers le formidable travail du contingent chinois, à la fois des ingénieurs et du contingent médical, ici à Wao, au Soudan du Sud. Ces mots comptent beaucoup pour les casques bleus qui sont loin de chez eux. Je suis marié depuis plus d'1 an. Ma femme a donné naissance hier à mon bébé. Je suis très heureux, mais je me sens aussi coupable, car je n'ai jamais été capable de prendre soin de ma femme. Là, je rentre chez moi, je suis très excité. Le 12e contingent chinois va prendre le relais à la fin de ce mois. La Chine a envoyé en mars 2006 ses premiers casques bleus à ce qui était alors la mission des Nations Unies au Soudan. Après l'indépendance du Soudan du Sud en juillet 2011, la Chine a continué à envoyer des casques bleus dans le pays. En Somalie, l'armée poursuit ses efforts pour repousser les soldats de Al-Shabaab vers les coins les plus reculés du pays. Une fois encore, nos confrères de CCTV. Pour chasser de Somalie, le groupe islamiste Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda, se poursuit à un rythme plus rapide. Voici les derniers approvisionnements destinés à l'armée somalienne qui déloge les militants islamistes de leurs places fortes. La semaine dernière, l'armée nationale somalienne, appuyée par la mission de l'Union africaine AMISOM, a libéré 5 villes précédemment détenues par Al-Shabaab dans les régions de Bay et Bakoul. Nous devons libérer notre peuple et nous débarrasser de ces rebelles, de ces gens qui refusent de se conformer à l'ordre et à la loi. Nous allons libérer le pays de la même façon qu'à Bakoul grâce à nos forces nationales somaliennes et des soldats de la MISOM. Mais le groupe islamiste contre-attaque, jusqu'à frapper le cœur du gouvernement dans la capitale Mogadiscio. Ceci était une attaque contre le palais présidentiel. Ce n'est qu'une attaque spectaculaire parmi plusieurs autres qui se déroulent depuis un mois. Tandis qu'Al-Shabaab se déplace, l'ambassadeur de Somalie a dit au Conseil de sécurité de l'ONU sa crainte que leur influence ne se répande.
Nous avons peur qu'ils s'infiltrent des régions et des zones qui étaient sûres, à moins bien sûr que le gouvernement et la MISOM aient les moyens de prédire et de s'assurer que les milices ne débordent pas. Plus d'1 million de Somaliens sont toujours réfugiés. Récemment, les pays qui comptent une grande population somalienne, comme le Kenya et l'Arabie saoudite, mettent la pression pour renvoyer chez eux les réfugiés. Mais s'adressant depuis Mogadiscio, le représentant spécial en Somalie de l'ONU, Nicholas Kay, a averti que le pays n'était pas assez stable pour les recevoir. Les conditions en Somalie ne sont pas encore favorables pour un retour à grande échelle des réfugiés. Sans une préparation suffisante, des retours en masse pourraient de fait causer de l'instabilité et faire que la situation humanitaire dans le pays se dégrade. Et de l'information à caractère commercial au bas de ce journal, le 8 mars, jolie prolongation avec les laboratoires Biopharma, l'entreprise spécialisée dans les produits cosmétiques est aux côtés des femmes lors de la célébration de la journée internationale de la femme à la place de l'UDEAC à Douala. Elle a distribué plus de 2000 litres d'eau et distribué aussi des centaines de packs des produits aux dames lors de la soirée de l'excellence féminine organisée dans la capitale économique. Reportage. Des couleurs qui frappent et qui attirent, ce sont celles du stand des laboratoires Biopharma à la place de l'UDEAC à Douala. Nous sommes le 8 mars 2014. Venez boire de l'eau, Biopharma vous offre gratuitement de l'eau, parce que la beauté commence par l'intérieur. Plus de 2000 litres d'eau potable disponibles pour étancher la soif des femmes. L'eau don est des laboratoires Biopharma. Dans un endroit où l'abri est une denrée rare, il n'y a que de l'eau potable pour rafraîchir un cœur qui chauffe. Pour moi, je me dis d'abord que l'eau, en ce qui concerne l'eau en général, l'eau c'est la vie. C'est la première boisson, à ce que je sache. Et je dis merci à Biopharma parce que vraiment c'est la meilleure. Je suis très heureuse d'être avec vous et je vous dis merci pour l'eau que vous donnez. Je dis merci à Biopharma qui nous a offert de l'eau gratuitement, de l'eau potable. Ça nous a rafraîchi, ça nous a désaltéré. Vraiment merci. Et merci pour la qualité des produits Biopharma. Dans une ambiance de fête, cette ruée des femmes vers le précieux liquide a permis au laboratoire Biopharma de se rendre compte de l'amour et de l'importance que les consommateurs accordent à ces produits, notamment à la foire Fomarique de Douala. Ici, les dames ont eu l'occasion de découvrir et de se servir à moindre coût dans le plus beau stand de la foire cette année et selon les observateurs. L'opération Achat plus gain direct a permis aux femmes de retourner à leur domicile avec des présents obtenus au moindre effort. Je suis venue acheter des produits de beauté. Alors quand j'ai acheté, on m'a dit qu'il y avait le tirage au sort. C'est là où j'ai envoyé la main, j'ai pris et j'ai vu que c'était le ventilateur que j'ai gagné. J'ai dit merci pour tout ce que Biopharma fait pour nous. Surtout ce jour, la journée de la femme. Je suis venue faire les achats, après j'ai eu un ticket. Je ne savais pas que je devais gagner, j'ai tiré, j'ai gagné un lot. Merci Biopharma et courage, continuez. Une promotion à l'occasion de la journée de la femme qui semble avoir nourri les attentes des promoteurs. La promotion qui était simplement faites un achat de 3 000 francs, participez à la tombola et repartez avec un set de verre, un ventilateur, un robot mixeur. Et nous encourageons toutes les femmes à continuer dans nos différents points de vente, les grandes surfaces, le marché, les parfumeries. Vous retrouverez tous les produits à votre convenance. Le périple engagé aux premières heures du 8 mars s'est achevé par une soirée prestige consacrée à l'excellence féminine à Douala. Et les laboratoires Biopharma, entreprises et citoyennes, encouragent la beauté, la santé et surtout l'éducation des consommatrices de ces produits. La célébration de l'excellence féminine marque ainsi la clôture de toute une semaine d'activités liées à la célébration du 8 mars. Et ça, Biopharma n'a pas voulu rater cette autre édition. Nous pensons que les laboratoires Biopharma constituent déjà un outil de développement. C'est une entreprise de développement, une entreprise citoyenne, une entreprise sociale qui œuvre déjà pour le bien-être des ménages, des femmes, des familles en général. Vous avez vu, Biopharma ce soir a pu offrir
des paquets à tous les invités, composés des produits de beauté pour tout le monde. Ça, nous en sommes pleinement satisfaits et nous disons merci et bravo à Biopharma. Au cours de cette soirée glamour, le dynamisme, l'engagement, mais aussi le leadership des femmes, et non des moindres, ont été récompensés en présence des autorités de la région du littoral. Ne soyez pas à part en attention. Je suis sûre que toutes les femmes qui sont là ont quelque part un produit Biopharma. Les laboratoires Biopharma n'avaient que ces produits pour encourager ces perles qui marquent leur existence dans ce particulier dans leurs différentes activités. C'est aussi ça. La Société nationale de raffinage lutte contre la corruption, une cellule de lutte contre la corruption et de la promotion de l'éthique vient d'être installée dans l'entreprise. La quinzaine de membres de la cellule anticorruption de la Sonara ont entre autres un plan d'action de lutte contre la corruption au sein de la dite entreprise. Reportage. Je suis signé Marouf Abouka, membre de la cellule de lutte contre la corruption. Je m'engage à observer en tout temps et en tout lieu un comportement de rectitude morale et professionnelle, à ne commettre aucun acte au détriment de mon entreprise que je servirai toujours avec loyauté. Aussi, j'engage mon honneur et ma responsabilité devant mes collègues et mon employeur. Marouf Abakar, membre de la cellule de lutte contre la corruption et de la promotion de l'éthique à la Société nationale de raffinage, prend comme sa dizaine de collègues l'engagement de lutter contre la corruption et promouvoir les valeurs éthiques au sein de l'entreprise. Sixième phase de l'implémentation des initiatives à résultats rapides, de manière générale, et la deuxième pour les sociétés sous tutelle du ministère de l'Eau et de l'Énergie. Cette étape-ci consiste à rendre opérationnelles les cellules de lutte contre la corruption des sociétés sous tutelle. Donc, leur donner une notion de la tutelle en leur sein, leur donner plus de responsabilité, plus de respectabilité. C'est depuis 2007 que la Sonara est engagée dans l'appropriation de la bonne gouvernance et des bonnes pratiques. Entre les enquêtes d'opinion réalisées auprès du personnel et celles auprès des clients, toutes ont mis en évidence un certain nombre de comportements pouvant compromettre la pérennité de la Sonara. Nous nous insérons en tant qu'entreprise citoyenne dans la mouvance générale et surtout qu'ici dans notre entreprise, nous-mêmes nous avons fait de la lutte contre la corruption, de la bonne pratique et de l'intégrité, un leitmotiv qui permette à notre entreprise qui investit d'assurer d'abord le contrôle des coûts, d'assurer l'efficacité et surtout de mettre à la disposition une entreprise qui fonctionne à merveille afin que cette entreprise joue convenablement son rôle d'accompagnement dans le cadre du développement économique. Créée le 24 juillet 2012, restructurée et renforcée le 20 décembre 2013, la cellule de lutte contre la corruption et de la promotion de l'éthique compte 15 membres issus de toutes les directions de la Sonara. Cette cellule sera entre autres chargée de rédiger le code éthique de l'entreprise, le mettre en œuvre et le promouvoir. Elle devra également émettre son avis sur le contrat d'entreprise qui vise à mettre le personnel dans les conditions décentes et de sécurité au travail. Mais notre approche pour mettre cet outil en place, c'est de recueillir les avis de l'ensemble du personnel. Nous avons déjà un tram avec les thèmes, mais nous ne voulons pas que le code d'éthique soit comme un document qui est imposé top-down. Donc nous allons demander à l'ensemble du personnel de participer, de nous donner des sujets qu'ils aimeraient voir dans notre code d'éthique, de telle sorte que quand le document va sortir, ça sera le fruit de l'effort de tout le monde. Lutte contre la corruption et engagement pour les bonnes pratiques, une affaire de tous. Le personnel Sonara y adhère. La mise sur pied de la cellule de lutte contre la corruption et l'éthique est une innovation qu'il faut saluer et qu'il faut mettre dans le cadre des méthodes et des pratiques de remise en place de la bonne gouvernance au Cameroun. Et tel que le directeur général l'a si bien signalé tout à l'heure,
Il y a un certain nombre d'actions qui ont été entreprises visant à réduire non pas seulement les pertes, mais également les actes entraînant une dérive ou une chute de la raffinerie dans un sens économique. Depuis son arrivée à la Sonara le 15 février 2013, Ibrahim Talbamala accompagne le projet de modernisation de la raffinerie. Signature et diffusion de la charte éthique élaborée par les membres de la cellule de lutte contre la corruption et la promotion de l'éthique. Des moyens conséquents seront mis à disposition. Nous savons qu'il y a une politique, un objectif, des hommes et des moyens. Sans moyens, nous risquons de ne pas atteindre nos objectifs. Et dans la mesure de nos disponibilités, nous allons accompagner cette structure qui vient d'être installée afin qu'elle produise ses résultats, de manière à ce qu'il y ait dans cette entreprise zéro corruption. La négociation et la signature de la convention collective le 26 novembre 2013 qui améliore les revenus et les conditions de travail du personnel pour l'éloigner de toute tentative de mauvaises pratiques. Tout comme le nouvel organigramme adopté le 30 août 2013 ouvre définitivement la nouvelle ère Sonara. Dans le cadre des défis de la politique des grandes réalisations prônées par son Excellence Paul Biya, nous devons l'accompagner dans cette tâche à travers une mise à disposition de produits propres, de qualité et surtout développer un partenariat avec nos partenaires qui soit un partenariat efficace pour que cette entreprise, de par sa stature et de par son impact sur l'économie nationale, puisse jouer son rôle. Ce rôle qui est dévolu depuis 1973, à savoir traiter le brut léger, la Sonara et sa raffinerie de Limbé, c'est une capacité théorique de 2 100 000 tonnes par an. Madame, ce voilà qui met un terme à cette édition du journal sur Equinox Télévision. Merci de rester en compagnie des programmes de cette chaîne. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera exactement 20 h. Bonsoir.